Bonjour à tous et bienvenue. Avec Tactique, on a décidé qu'on allait vous faire une série de vidéos sur comment bien débuter les échecs. Et dans cette première, c'est un peu une sorte d'introduction. On va essayer de plonger dans l'histoire des échecs, voir comment le jeu s'est formé. Et en fait, c'est une histoire assez intéressante. Donc, let's go. Une bonne question, c'est quel âge a le jeu d'échecs? Parce que tout le monde sait que c'est assez vieux, c'est dans l'imaginaire collectif, mais vieux comment? On sait qu'on a du mal à proposer une partie de Fortnite à papy, mais c'est lui qui nous a appris à jouer aux échecs. Donc quelque part, il se passe quelque chose. En fait, c'est une question assez difficile, puisque comme le jeu est assez vieux et ça fait partie de la culture humaine, ça a beaucoup changé. Donc il y a des règles qui se sont modifiées. Donc en fait, le jeu d'échecs, ça représente plusieurs variantes. Une bonne réponse à cette question, c'est quel est le truc le plus vieux qui ressemble à un ancêtre des échecs actuels? Bon, ça, on a à peu près la réponse. Les premiers documents qui ressemblent à ça, ça date d'il y a à peu près 1400 ans. C'est l'ordre de grandeur, les échecs, c'est à peu près 1400 ans. Donc en 600, on retrouve des documents, donc en particulier, c'est des poèmes, et dedans, il y a le mot chatrang. Et on les retrouve simultanément, un siècle près, en Perse et en Inde. Et le truc, c'est que en Inde, c'est plutôt, dans les poèmes, ça fait plutôt office de jeu de mots. Donc en fait, on n'est pas sûr que ça parle exactement de ce truc-là. Par contre, en Perse, ça apparaît dans des cas où c'est beaucoup plus clair. Et donc on sait que c'est un jeu à 2 joueurs, au tour par tour, sur un damier 8x8. Et puis il y a 32 pièces, il y en a qui sont noires comme la nuit, d'autres blanches comme le jour. Et puis les pièces ressemblent à peu près. On n'a pas encore les règles, mais on sait notamment qu'il y a un skak, donc le roi, et puis il y a des cavaliers, et puis il y a des éléphants, etc. Et tout ça, c'est un peu une simulation de guerre. Donc finalement, en fait, ce jeu-là, il ressemble vraiment aux échecs. Donc c'est à ce moment-là qu'on date l'apparition des échecs. Maintenant, ce jeu qui est né à cette époque-là, il va pas beaucoup se développer dans le monde perse, pas beaucoup plus que d'autres jeux en fait. Et c'est une centaine d'années après où il va arriver en Inde. Ce que je veux dire par là, c'est que les documents d'une centaine d'années plus tard, en indien, on est sûr que ceux-là parlent du jeu d'échecs. Le truc, c'est que le jeu d'échecs, c'est un jeu qui est fondamentalement sur l'intellect. Et donc en fait, si on joue avec quelqu'un et qu'on perd, c'est que l'autre a été meilleur. Et quelque part, c'est celui qui réfléchit le mieux. Et à cette époque-là, en Inde, ils n'étaient pas vraiment fans de ce concept, au moins pas autant qu'on l'est aujourd'hui. Et ils aimaient beaucoup l'idée de divinité. Donc, en fait, en Inde, ils ont créé des multitudes de variantes. Les échecs indiens de cette époque-là, c'est vraiment l'époque des variantes. Donc, il y a des échecs à 4 ou il y a des échecs avec des dés. Donc, ils jouaient par exemple avec les dés. En disant voilà, je jette un dé, ça me donne quelle pièce je joue, je suis obligé de la jouer. C'est quelque part, c'est un peu jouer avec Dieu, et puis celui qui a gagné, c'est celui qui avait le plus de chance. Donc c'était l'autorité divine plutôt que l'intellect pur. Et donc c'est pour ça que dans cette Inde de 700 après Jésus-Christ, le jeu d'échecs il va se multiplier sous plusieurs variantes, mais il va pas devenir vraiment important. Par contre, il va continuer à se développer et il va aller vers l'Asie et ça va donner des trucs comme le shogi ou les échecs japonais. Ce qui nous intéresse vraiment par contre, c'est ce qui se passe de l'autre côté. Donc en fait, la Perse va subir quelques défaites militaires de la part du monde arabe vers 800 après Jésus-Christ, donc 200 ans après le début du chatrang. Et donc le chatrang va rentrer dans le monde arabe, qui à cette époque est vraiment dominé par la science. Les échecs, ça va être vraiment quelque chose de formidable pour eux, et ça se comprend. C'est un peu comme ce qui se passe aujourd'hui en fait. Ça va vraiment prendre de l'ampleur, et il va y avoir des joueurs qui vont être connus à travers tout le monde arabe, dans la cour par exemple. Il va y avoir des premiers traités sur comment est-ce qu'on joue correctement aux échecs. Enfin, il y a un vrai essor de ce jeu-là. Et donc, par exemple, grâce au traité, on va connaître les règles de ce jeu. Ce qui est vraiment différent par rapport aux échecs d'aujourd'hui, déjà, il n'y a pas les coups d'accélération, donc le pion avance pas de 2 cases, il n'y a pas de roc, le fou est beaucoup plus faible. En fait, il se déplace en diagonale, mais il doit se déplacer de 2 cases en sautant par-dessus. La dame,
elle se déplace en diagonale mais que de une case. Et ce qui fait que dans ce jeu-là, comme les pièces sont beaucoup plus faibles en moyenne, c'est super dur d'aller jusqu'à l'échec et mat, et donc de prendre le roi adverse. La façon dont on gagne vraiment à cette époque-là, donc le plus souvent, c'est par mise à nu. Donc là en fait c'est exactement comme sur un champ de bataille, si jamais on tue toutes les troupes du roi adverse, même si le roi est pas mort, et bah quelque part il a perdu quoi. Donc la mise à nu c'est si jamais vous prenez toutes les pièces adverses, qu'il reste plus que le roi, bah c'est la fin de la partie. Depuis le monde arabe, les échecs ils vont arriver en Espagne, qui fait partie un peu de ce monde-là. Et puis vers l'an 1000, donc encore 200 ans après, les échecs vont passer les Pyrénées, arriver en France, et là vont se répandre dans toute l'Europe. Au moment où ça arrive en France, donc ça change un peu drastiquement de culture, il y a plein de choses qui vont arriver. Donc notamment le vizir, qui est à la gauche ou à la droite du roi, il va devenir une reine. On a les éléphants, qui étaient utilisés en Perse et puis dans le monde arabe, qui ne sont pas utilisés en Europe pour faire la guerre, donc ça n'avait aucun sens de les avoir à ce moment-là. Alors là, il va se passer deux choses différentes. En fait, en Perse, l'éléphant, ça se dit pile, c'était comme ça qu'il était noté à la base. Dans le monde arabe, il se dit alfil, éléphant. Et donc quand il arrive en France, alfil va devenir haufin. Et donc pendant très très longtemps, jusqu'à la Révolution à peu près, cette pièce-là, hein, c'est un haufin en France. Et puis finalement, haufin va devenir fou, donc c'est pour ça que maintenant on l'appelle fou. En fait, ça vient de l'étymologie. Et simultanément, dans les pays anglophones, la forme de la pièce qui va dominer. En fait, quand on fait un éléphant dans une pièce, il y a deux grandes oreilles en fait. Et quand ça va arriver en Angleterre, comme ils connaissent pas les éléphants, ils vont dire ah ouais mais ça ressemble pas mal à la mitre des évêques, parce que c'est un chapeau qui ressemble beaucoup à ça. Et du coup ça va devenir un évêque. Donc c'est de là que ça vient, c'est de la forme de la pièce. De même, les tours étaient pas des tours à la base, c'était vraiment des ailiers en fait. En Inde, c'était des bateaux ou des chars. Et en fait les ailiers en perse, enfin les ailes, les flancs, ça se dit rour. Et donc quand ça arrive en France, on va appeler ça des rocs, et en Angleterre ils vont appeler ça des rooks. Simultanément, on a les premiers coups d'accélération pour les pions qui sont vraiment naturels, c'est-à-dire le début de partie ça commence toujours par des coups de pion, on va aller plus vite, et les pions au début ils vont pouvoir avancer de 2 cases au lieu d'une. C'est l'apparition du en passant. On a aussi le roi qui devient plus puissant, et lui il peut se déplacer de 2 cases au lieu d'une autour de lui, et sauter par-dessus les pièces. Et là on a l'apparition d'un tout nouveau coup, d'une séquence de coups qui est vraiment très utilisée parce qu'elle est considérée comme super forte à l'époque. En fait, dans certaines situations, la tour va passer à côté du roi et le roi va sauter par-dessus. Donc ça fait deux trucs. Donc la tour arrive au milieu pour pour être dans le jeu, et le roi va se mettre à l'abri. Et ça en fait, ça va être tellement fort que tout le monde va le faire, et puis des années plus tard ça va devenir le rock en un seul coup. Au niveau des anecdotes, il y a pas mal de trucs super sympas. Par exemple, comme c'est l'église qui domine complètement l'Europe à cette époque-là, la polygamie c'est complètement interdit. Et ça a un impact sur le jeu d'échecs, parce que quand un pion arrive de l'autre côté, il se transforme typiquement en dame, et en fait l'église va interdire, va mettre dans les règles du jeu d'échecs qu'on n'a pas le droit d'avoir deux dames de la même couleur simultanément. Donc ça veut dire que à cette époque-là, si on avait toujours sa dame, c'était interdit de promouvoir, de passer le pion à dame, ce qui est assez rigolo. Sur le plan de l'anecdote, on a aussi une bonne idée de pourquoi est-ce que les échecs deviennent vraiment populaires à ce moment-là. Déjà c'est parce qu'il n'y a pas de hasard et donc l'église aime bien, mais aussi les échecs ça devient une très très bonne excuse pour aller pendant 1 heure ou 2 avec une demoiselle dans une pièce fermée, et ça en fait, l'histoire de la drague, ça va pas mal aider l'éclosion du jeu d'échecs à cette époque. Les dernières modifications du jeu d'échecs à ce moment-là, c'est que les gens se rendent compte que c'est beaucoup plus facile à visualiser quand le damier est vraiment un damier, c'est-à-dire qu'il y a 2 couleurs. C'est-à-dire que depuis la Perse, on jouait sur un truc 8x8, mais il n'y avait qu'une seule couleur sur le fond. Et c'est quand il arrive en Europe que ça prend des cases de 2 couleurs différentes. Une dernière idée, c'est le fait d'assiéger devient une partie nulle.
Alors ça c'est assez bizarre, on se dit si jamais on arrive à assiéger l'adversaire, qu'il a plus de coups possible, on a gagné en fait, comme dans la vraie vie. Pas tellement. L'idée, je pense, de cette époque-là, c'est de se dire c'est un jeu à 2 joueurs, c'est chacun son tour, et puis si jamais je mets l'autre dans une position où il n'a pas perdu, mais il peut pas jouer 2 coups, et il se lève de sa chaise, il s'en va, et la partie ne se termine jamais, donc il n'y a pas de gagnant, donc c'est parti nul. La prochaine étape dans le développement des échecs européens, c'est à la Renaissance. Donc là, il y a des grands chamboulements dans le monde en fait, et ça va se ressentir aussi dans le jeu d'échecs. Donc typiquement, on appelle ça l'époque de la dame enragée. Donc la dame et le fou gagnent les mouvements qu'on connaît aujourd'hui. Le fou se déplace toute la diagonale, et la dame toute la diagonale et le mouvement de la tour. Et ça va vraiment changer quasi toutes les stratégies en fait, du jeu d'échecs. C'est une époque assez importante. Un autre truc qu'on peut noter, c'est cette pièce-là, hein, va devenir la tour en français, et le Haut-Fin va devenir le fou. Alors pourquoi est-ce que ça devient une tour? Parce que ça a visiblement pas grand-chose à voir. En fait, c'est sûrement que Rocca en italien, ça veut dire la pierre, et ça ressemble beaucoup. Et puis les pièces devaient avoir la forme de tour ou de donjon, donc ça devient ça. La dernière révolution sur le jeu d'échecs, c'est à la Révolution. En fait, à la Révolution française, il y a encore un grand changement. Donc là, en fait, on se rend compte que c'est un jeu vraiment humain, il est lié à la culture, et à chaque fois qu'il y a eu un grand chamboulement dans l'histoire de la culture à laquelle ça appartient, les règles des échecs ont changé. Et à la Révolution française, donc, les derniers changements sur les règles d'échecs apparaissent. Et donc là, on a les derniers coups d'accélération, typiquement, donc avec le rock qui devient autorisé. Les échecs deviennent un sport assez important, il y a des figures qui commencent à apparaître, des traités qui sont écrits, et puis le reste c'est de l'histoire, mais voilà. Donc en clair, quel âge a le jeu d'échecs? C'est assez dur à dire parce que la question est pas claire. En fait, si on se demande quel âge a le jeu d'échecs tel qu'on le connaît, eh bien, ça date à peu près du XVIIIe siècle, la Révolution française. Par contre, ce qu'on a vu, la question la plus intéressante, c'est l'ancêtre relié aux échecs. Et donc ça, c'est 1400 ans. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, j'espère que ça vous a plu. Et maintenant qu'on a vu d'où vient ce jeu, il reste à voir pourquoi est-ce qu'il est aussi formidable et comment est-ce qu'on y joue. Donc ça, c'est les vidéos qui arrivent. Merci beaucoup et bon visionnage.